Les échecs sont vos meilleurs amis. Ou si t'attends, on va jamais venir te chercher. Si t'abandonnes au premier nom, c'est que t'étais pas prêt à faire ça. C'était un enfant de Lyon qui rêvait de football, mais c'est ailleurs qu'il va trouver son vrai terrain. Il a déménagé, changé de ville, poussé une porte par hasard, celle d'une salle de théâtre où un prof a vu quelque chose en lui. Il s'est retrouvé à Cannes à 18 ans, il s'est dit que ce monde-là n'était pas forcément fait pour lui. Il avait tort. Nixon Singa est aujourd'hui réalisateur, diplômé de la FEMIS. Son court-métrage Espoir, qui parle de la santé mentale des jeunes sportifs en centre de formation, a fait le tour du monde et a été acheté par Canal+. Son deuxième court-métrage Joya, qui parle de danse, de transmission, d'émancipation, a lui aussi été acheté par Canal+. Nixon travaille aujourd'hui sur ses premiers longs métrages. Nixon, merci beaucoup d'être là. Je suis ravie de t'avoir dans le podcast. Merci à toi. Pour commencer, j'aimerais bien qu'on remonte un peu le temps et qu'on parle de ton enfance. T'as grandi dans une famille très portée vers l'art et la musique. Est-ce que tu peux me raconter un peu comment c'était ? Mes souvenirs, c'était beaucoup, surtout les dimanches, ménage avec ma mère, et où il y avait pas mal de musique de fond, gospel. Même quand j'allais chez mes cousins, cousines, il y avait toujours ce truc ça, rituel. Et la musique était très présente. Mes déplacements aussi, quand je partais du coup, en Afrique, parce que mon père vivait en Afrique, en Centrafrique exactement. Tous les déplacements étaient en musique, en voiture. Voilà. Il y avait vraiment ce truc-là très culturel. Et mon père était aussi animateur dans les mariages. Il était un peu speaker. Donc il y avait ce truc-là de rythmique, artistique qui était déjà présent très tôt. Et naturellement, en fait, moi, j'ai toujours grandi avec la musique qui m'a accompagné. Moi, après, j'ai découvert aussi le rap, qui aussi, dans une continuité, m'a suivi dans toute ma jeunesse, mon adolescence et encore maintenant. Donc ouais, c'est un truc qui est très central très chez moi. Et est-ce que le cinéma aussi faisait partie un peu de ton quotidien ? Un peu, ouais. Je me rappelle regarder pas mal de films. Mon père aimait beaucoup des films assez asiatiques, des films sur un peu de taekwondo pardon, et de bagarre. C'était vraiment ça qui revenait souvent. Donc les films coréens surtout m'ont beaucoup inspiré aussi étant jeune. Sans vraiment connaître ce que c'était, je n'avais pas vraiment encore la vision de me dire que c'est ça que j'ai envie de faire, mais ça a vraiment inspiré ma jeunesse dans ce registre-là. Ouais. Tu avais déjà cette appétence en tout cas pour le cinéma et pour l'art de manière plus générale. Ouais. Mais sans vraiment me dire que c'est un métier, tu vois, sans vraiment me projeter dans ce truc-là où c'est juste que c'était présent, c'était là, mais voilà, en fait, je vivais avec ça, quoi. Mais tu vois, moi, je suis pareil et je me demande si c'est parce que autour de nous, on n'a pas de représentation de gens qui travaillent dans l'art. Enfin, je sais pas si tu en avais, toi. Moi, je sais que j'avais personne autour de moi qui était artiste, sans parler de cinéma. Et du coup, c'est vrai qu'il y a un truc un peu inconscient où tu te projettes même pas dans ces métiers-là. Tu te dis que c'est pas forcément viable, ou en tout cas que c'est... Enfin, je sais pas si tu es d'accord. Totalement. Mais je pense que la question de représentation est primordiale. Surtout qu'on est encore plus quand on est jeune. Parce que ça nous permet de se dire, on peut le faire aussi. Parce qu'il y a des gens qui nous ressemblent, qui le font. Et quand t'as pas ça, en fait, tu dis c'est pour les autres. Naturellement. C'est exactement ça. Là où quand j'étais gamin, tu parlais dans ton intro super bien de foot et de sport. C'est parce qu'en fait, en termes de football, en termes de représentation, j'en vois. Donc je me dis que c'est possible, tu vois. Mais le cinéma, il fallait que j'aille voir de l'autre côté de l'Atlantique. Je regardais des films américains, mais ça reste un autre monde, donc c'était assez compliqué. Donc ça restait un fantasme. Donc je pense que c'est important, effectivement, je te rejoins dans la représentation. C'est tellement important. Moi, je sais que quand j'étais petite et que je regardais donc, des films français vs américains, sur les films américains, je m'identifiais aux Mexicains. Parce qu'il y avait pas beaucoup d'Arabes. C'est vrai. Et donc, je faisais le parallèle un peu inconsciemment. Exactement, mais c'est vrai en plus. Donc toi, tu as baigné dans le foot très tôt. Tu en as fait de haut niveau. Comment ça arrivé dans ta vie ? Naturellement, en fait, tout le monde jouait au foot un peu dans mon quartier quand j'étais à Lyon. Le foot, c'est... Voilà, t'as des cities un peu partout dans les quartiers. Donc, en fait, on jouait déjà un peu, même à l'école, en fait, dans la cour de récréation. Donc, je sais même pas comment ça a commencé, tellement que c'était présent. Et du coup, je me suis inscrit en club. J'ai joué aussi à un bon niveau, toujours en amateur. Mais ça m'a tout... J'aimais le football, j'aimais regarder ça encore maintenant. Donc, je pourrais même pas dire comment la passion est venue, tellement que c'était naturel, tu vois. J'ai pas le souvenir de me dire... J'ai jamais hésité. Y a pas eu de déclic, c'est ça, exactement, tu vois. Et donc voilà, c'est comme ça que le sport est arrivé. Ouais. Et donc à 15-16 ans, donc, tu quittes Lyon pour Orléans et c'est dans ton nouveau lycée que tu vas commencer un petit peu à découvrir le théâtre. C'est ça. J'étais dans un lycée privé où il y avait une section cinéma-théâtre un peu. Et je commençais tout doucement un peu sans vraiment le vouloir, à commencer à regarder, à être curieux, tu vois, de me dire je vais essayer, pourquoi pas. Et
Et je me rappelle, en fait, dans mon lycée, il y avait une section mode. Et en fait, chaque fin d'année, c'était un peu le bal de fin d'études. C'est-à-dire Ouais. qu'en fait, ça s'appelle Saint-Paul en fête. Et on avait tous ceux qui étaient en section mode, ils montraient, il y avait un défilé où ils montraient un peu leur création de l'année. Donc, on présentait tout ça. Il y avait les familles. Donc, c'est super. Et moi, il y a le proviseur qui me propose de présenter, en fait, l'événement. Ok. Et au début, j'hésite un peu, j'accepte. Et du coup, j'étais sur scène devant tous les élèves du lycée, les familles et tout. Et j'ai pris un malin plaisir à animer cet événement-là. Et c'est à la fin en me disant, en fait, tu vois, ce côté un peu chaud, Ouais. prendre la parole, j'aimais bien ça. Ouais. Et mon proviseur, il a remarqué, il a dit, tu devrais t'inscrire au théâtre, au D'accord. Conservatoire d'Orléans. Ok. Mais je me dis, qu'est-ce que je vais faire là-bas? Il n'y a pas des gens comme moi, justement, de représentation. Je ne me sentais pas à ma place. Et je suis quand même allé avec curiosité. Ok. Donc, j'ai ouvert la porte du conservatoire et coup de foudre. C'est vrai. Ouais, coup de foudre. J'ai rencontré des gens super. Ce que je pense, dans la vraie vie, je ne me serais même pas retourné vers eux. Et en fait, tu vois qu'il y a plein d'affinités. J'ai lu des livres que j'aurais jamais lus. Et ça a vraiment, en fait, aussi poussé ma passion de l'art. En fait, ça part de là, en fait, vraiment ce côté où je me permets aussi un peu de rêver, Ok. ce milieu-là. Et donc au début, tu te dis, je vais plutôt prendre le chemin de comédien à la base. Ouais, Et au début, ouais, c'est ça. Ouais. Au début, je voulais jouer. Ouais. Je voulais jouer au début, donc j'ai commencé avec le théâtre et je commençais aussi à jouer dans des courts-métrages un peu étudiants, donc je montais déjà un peu à Paris. Donc ça commençait un peu avec le jeu et très vite l'envie de réalisation est venue aussi. À quel moment tu te dis, bah, je vais prendre ce chemin de la réalisation? Parce qu'après, très tôt, à tes 18 ans, tu as tes accréditations, etc. En fait, ce qui se passe, c'est que quand je suis au Conservatoire d'Orléans, en même temps, on monte un petit collectif avec des potes du conservatoire Ok, pour réaliser nos propres films. trop Voilà. bien. Donc on fait nos films avec nos moyens du bord, avec nos réflexes, nos téléphones, avec vraiment ce qu'on a. Et on écrit nos scénarios sans avoir de notion de scénariste, tu vois. C'est juste l'envie de faire. Ouais. Du coup, on fait nos films et on joue dans nos films. Ça se Trop passe bien. comme ça, donc. Et après, je tombe sur un appel à projet de talents émergents du Cyclic. Le Cyclic, c'est l'agence régionale de la région Centre-Val de Loire. L'agence qui accompagne aussi des artistes, des talents émergents. Et en fait, ils cherchaient des nouveaux profils pour des projets. Et moi, je participe à ça, j'envoie mon dossier Ouais. et je suis pris. Trop bien. Et donc, en fait, c'est un peu l'agence qui m'a vraiment accompagné dans tous mes débuts. Donc, j'avais des ateliers cinéma avec eux. Donc, on avait des producteurs, des productrices, des réalisateurs, des réalisatrices, des chefs d'éco. En fait, il y avait tout corps de cinéma qui venait faire des ateliers. Et moi, en fait, j'étais encore au lycée, tu vois, c'était les week-ends, donc j'y allais. Et j'étais comme un gamin. En fait, il y avait tout ça derrière. Et moi, ça m'a encore plus affirmé dans le sens que c'est ça que je voulais faire. Et grâce à eux, c'est là où j'ai eu l'accréditation aussi pour aller à Cannes, parce qu'en fait, on est parti avec une délégation de l'agence. C'est fou parce qu'à 18 ans, bah, les lycéens, ils sont en train de jouer à la play. Ouais. Je joue encore. Et toi, tu étais déjà donc en train de faire ces premiers projets. Bravo, c'est impressionnant. Merci. Donc, tu rencontres tous ces métiers-là et tu te dis, OK, il y a des choses à faire. Mhm. Moi, j'ai plutôt envie de réaliser finalement. Mhm. Là, donc, tu fais tes projets avec tes potes, etc. Et tu postules à la FEMIS. C'est ça. En fait, comment ça s'est passé? C'est que moi, dans un premier temps, je suis accompagné toujours par l'agence. Du coup, j'ai mon bac, mais je reste avec l'agence et en parallèle, je continue mes études. OK. Donc, je fais des études de management. Donc, ça se passe plutôt bien. Et plus j'avance avec l'agence, c'est eux qui me parlent de la FEMIS. Je connaissais la FEMIS de nom, mais pour moi, c'était impossible. Tu vois, c'est le Graal, c'est la grande école. Ils avaient mis un dispositif qui s'appelle la résidence. C'est pour des profils un peu plus autodidactes. C'était sur 1 an, donc c'était moins long. Donc, j'avais tous les profils qui faisaient que je pouvais candidater. Donc, ils me parlent de l'école. Et moi, j'hésite. Dans un premier temps, j'y vais pas. OK. Et en fait, il y a le Covid qui arrive, le gros confinement. Et en fait, moi, le gros confinement, personnellement, il m'a fait du bien dans le sens où, comme on était tous enfermés à la maison, ça m'a permis de remettre ma vie en question. OK. Le temps de réfléchir, en fait. Comme tu n'étais pas dehors avec les amis à sortir, quoi que ce soit, en fait, tu as le temps de réfléchir sur tout. Et j'allais dans une direction qui ne me plaisait pas, moi, personnellement. Alors, je le faisais parce que les parents, ça les rassurait que je fasse des études, voilà, que je rentrais dans la vie active comme ça. En plus, j'étais en alternance avec qui me promettait un CDI derrière. Donc, C'était en fait, une alternance de quoi? en management. Toujours en Ouais, management. toujours en management. Tu vois, c'était après mon bac, c'était un BTS management. OK. Et en fait, tout se passait bien, mais je me sentais pas totalement Aligné. ouais, avec ça. Mais dans un premier temps, il faut déjà l'accepter Oui. et prendre le risque de se dire aussi, ok, en fait, arrête, recommence à zéro, reviens en arrière, choisis un chemin qui te convient le mieux. Et c'est là où je me suis dit, ok, j'ai tenté la FEMIS, du coup, le concours pendant le confinement. Et du coup, j'ai été accepté après.
C'est incroyable quand ouais. on sait qu'il y a, je crois, 4 personnes qui sont prises. La résidence que je fais, ouais, on est 4. Ouais, c'est Sur impressionnant. plus de centaines, enfin plus que même, ça monte à beaucoup, beaucoup de candidatures. Ouais. J'ai pas les chiffres. Bravo, Merci, c'est merci. impressionnant. Et même pour ta remise en question, en fait, souvent, on se laisse un peu porter par la vie et c'est à 30, 40, parfois même 50 ans où on fait le bilan et on se dit, en fait, j'aime pas forcément ce que je fais. C'est Toi, vrai. tu as quand même eu cette présence d'esprit de te remettre en question assez tôt et aussi d'avoir les reins solides pour aussi l'annoncer à tes C'est proches, clair, etc. c'est clair. Parce que quand t'es Mais jeune... tu sais, je pense que quand tu as une passion comme ça, moi, je me suis fait une réflexion toute bête, c'est que j'étais dans ma vingtaine, j'ai pas de vie de famille, et les risques que je devais prendre, il fallait que je les prenne maintenant. Oui, Et je voulais pas arriver à un certain moment de ma vie à avoir des regrets de ne pas avoir essayé au moins. Oui. Et si ça marche pas, au moins j'aurais essayé. C'est ce que je me dis à chaque fois, ce que je me répète. Et effectivement, le milieu artistique, ça reste très aléatoire, mais c'était une prise de risque. Au début, ma mère était pas du tout convaincue. Mais maintenant, c'est ma meilleure supportrice, tu vois. Elle envoie tout le temps les groupes WhatsApp et tout, c'est elle qui partage mes projets et tout dans la famille. Donc voilà, je pense que c'est risqué, mais je ne me voyais pas faire autrement. donc tu es pris à la Fémis, tu suis ta formation là-bas et à la fin de la Fémis, donc tu fais Espoir, ton premier projet J'ai une fin d'études, ouais. produit. Ouais, c'est ça, Exactement. exactement. Qui va faire le tour des festivals et qui va être acheté par Canal+. C'est C'est ça. incroyable pour un premier projet. Toi déjà, à la Fémis, qu'est-ce que tu as appris? Est-ce qu'il y a eu des éléments que tu as appris qui ont été un peu game changer pour la suite? Déjà, j'ai fait des rencontres super importantes Ok, avec des gens à qui j'ai collaboré, que même j'envisage encore de collaborer. Donc ça crée une petite famille aussi de gens avec qui tu as envie de travailler déjà, Ouais. c'est déjà beaucoup. Ensuite, tu as des professionnels un peu de tout corps qui viennent parler de leur expérience, de leur métier aussi dans le cinéma. ouais. Donc tu découvres des manières de travail différentes, de manières d'apprivoiser le travail différemment. Et des fois, tu sais, t'idolâtres ou tu as peur de quelque chose. En fait, Ouais. ça te permet de voir les choses différemment et de moins avoir la pression sur plein de choses. Ouais. Il y a des moments où voilà, t'as des personnes qui ont des méthodes de travail que j'ai repris parce que je trouve ça super ingénieux, c'est bien Ok. amené, tu vois. Donc il y a tout ça qui est super important. Et aussi, en fait, la Fémis, tu avais des deadlines à respecter par rapport à tes projets. Donc ça te met aussi une compétence de travail, une discipline, une autodiscipline qui est vachement importante dans ces milieux-là. Et moi, ça m'a permis de garder un peu ce rouage-là et cette intensité de travail en sortant de l'école. Et après, forcément, il y a ce film-là de fin d'études, donc tourné dans des conditions professionnelles, avec du matériel professionnel, Ouais. avec des gens... Après, c'est un mélange d'étudiants qui sont en fin d'études, comme moi, et des gens qui sont sortis un peu récemment. Donc, tu as Ok. des mélanges des professionnels et des non-professionnels, enfin, des jeunes professionnels, on va dire. Donc, et moi, je suis avec une carte de visite. Et sport, c'est clairement ma carte de visite. J'ai vraiment tout mis dedans. On parle de sport, comme tu disais. Ouais. Bon, ça fait encore mon parcours aussi. Mais je voulais faire un film qui me représente beaucoup. Et je pense que j'ai vraiment essayé de tout mettre dedans. Et je pense que ça a été réussi, je pense. Tu dirais qu'il faut forcément faire une formation pour être réalisateur? Non, j'ai des connaissances, j'ai des amis qui n'ont jamais fait d'école et qui sont super talentueux. Après, ce qui est vrai avec les écoles, par contre, c'est le réseau. En fait, tu gagnes un temps fou. Moi, la Fémis, je pense que j'ai gagné je sais pas combien d'années en faisant la Fémis. Ouais. Ça, je veux pas, c'est clair, tu vois. Je me suis fait un réseau de fou. Je sors avec un film, Ouais. dans des conditions professionnelles, donc c'est comme un film produit, tu vois, même si c'est un film d'école. Mais ça me permet d'arriver dans le marché avec une carte de visite, tout Ouais. simplement. Et ça t'a facilité ensuite derrière la recherche de producteurs pour Joya? Ouais, totalement. Bah, mais les producteurs avec qui j'ai fait Joya, justement, Caïman Productions, ils sont venus parce qu'ils avaient découvert, Marie-Mars, du coup, de Caïman, a découvert Espoir. Ok. Et donc ça a aidé aussi la facilité d'échanger. Et après, je lui ai présenté Joya. Espoir, c'est ton premier film tourné dans des conditions professionnelles. C'est quoi l'histoire que tu voulais raconter avec ce film-là? Tu m'as dit que ça venait de ton expérience? Ouais, c'est un mélange un peu de tout. Mon expérience et l'expérience aussi d'amis autour de moi, parce que j'ai pas mal de connaissances qui sont dans le milieu du sport, pas que dans le foot. Et moi, je voulais mettre un peu en avant aussi le rapport à l'échec dans le sport, notamment dans le foot. Et comment très tôt, tu pars de chez toi, 14, 15 ans, voire 13 ans des fois, pour aller en centre de formation, au pôle espoir, pour pratiquer le sport que tu aimes. Ouais. Mais ça reste très difficile pour un gamin de partir aussitôt. Alors ça reste un rêve, mais et du coup, par moment, surtout quand tu es en centre, tu n'as pas le droit de montrer un peu de faiblesse, que de moment tu vas mal. Et ça, je voulais mettre aussi en avant l'aspect mental du sportif, encore plus quand tu es jeune.
Et comment, même si ça reste une passion, et bien évidemment, c'est un privilège de ouf d'être en centre de formation parce que souvent, les gamins, c'est leur rêve quand ils y sont. Tu as aussi le droit de remettre des choses en question, d'être dans un moment où tu n'es pas forcément bien, là où tu es, et tout simplement avoir besoin de tes parents, surtout quand tu as cet âge-là. Oui. Donc ce film met un peu en image ça, et comment aussi le côté où de ne pas vouloir mettre des mots sur ce que tu ressens. Oui. Mon personnage, Jeff, il garde beaucoup de choses. À un moment donné, il explose après. Et je voulais faire ce film-là. En même temps, il y a le côté fictionnel parce que j'imagine aussi des choses. Il y a un côté un peu de témoignage et moi aussi mon expérience dans le foot qui m'a permis d'écrire aussi ça. Et je voulais aussi que le film ait un côté aussi pédagogique. Okay. Aller dans les centres de formation avec ce film-là qui peut faire un effet de support, parler de l'aspect mental du sportif. Et c'est plus facile des fois de dire, tu sais, tu as des gamins, ils vont dire « Ah, Jeff, il était comme ça ». En fait, des fois, ça renvoie à ce que le jeune parle de lui-même, mais en prenant Jeff comme exemple, parce qu'en fait, ça crée un décalage et sans lui se montrer, se livrer totalement, tu vois. Donc voilà, le film, j'ai pu l'accompagner dans pas mal de centres de formation, dans des structures sportives, même dans les écoles, pour parler justement du rapport à la pression dans le sport, quoi. Et tu as eu des bons retours là-dessus Ouais, le film, il a plutôt bien marché, je suis content. Donc c'est cool ça. Qu'est-ce que tu as appris sur ce premier film-là? Waouh. Beaucoup de choses, hein. Beaucoup de choses. Qu'est-ce que je pourrais dire? Bah déjà, en fait, tu sais, tu arrives sur un plateau de tournage, on est presque une trentaine, tu vois. C'est impressionnant. C'est impressionnant. Et tu es réalisateur, donc tu es un peu le chef d'orchestre de tout ça. Bon, c'était mon premier film. Tu avais des gens autour de moi qui avaient l'habitude d'être sur des plateaux de tournage. Donc c'est bizarre de te dire, un peu, tu vas diriger un peu tout ça, tu vois. Donc j'avais cette pression. Le premier jour de tournage, j'étais un peu en mode, qu'est-ce que je fous là, tu vois. Donc il y a ce truc-là de légitimité qui me suivait même quand je rentrais à l'école aussi, tu vois, encore plus quand j'étais sur le tournage. Est-ce que je suis à ma place? Est-ce que je mérite tout ça? Et du coup, le premier jour, c'était un peu difficile, mais le soir, en rentrant, je me suis dit, Nixon, kiffe, en fait. Tu as travaillé pour être là, tu es légitime autant que n'importe qui. C'est ta carte de visite. J'aime bien dire ça parce qu'en fait, c'est mon film où je me dis, je sors de la Fémis, j'ai la chance d'être là. C'est vachement un privilège pour moi. Il ne faut pas que je déconne. Beaucoup de gens aimeraient être à ma place. Donc, je me suis parlé à moi-même comme ça. Donc, j'ai repris cette confiance-là. Et comme je disais aussi, moi, je fais beaucoup de métaphores avec le sport, le cinéma et le sport. Et tu sais, c'est un peu l'aspect un peu compétiteur, mais le côté très positif de se surpasser, d'essayer d'être meilleur que la veille. Et je suis revenu en fait avec cette envie de tout donner et pas avoir de regrets, tu vois. Donc ça m'a beaucoup appris à prendre confiance en moi déjà, à aussi parler avec une équipe, voilà, écouter les gens, prendre des retours, des fois aussi se protéger et pas tout prendre parce que ça peut te perturber. Donc j'ai pu faire aussi expérience de ça. Et ensuite, diriger aussi des comédiens, voilà, comment tu parles avec eux, les comprendre. Et faire des tests, faire des erreurs aussi. Il y a plein de trucs que j'aurais fait différemment avec le recul, tu vois. Mais je suis content de les avoir fait aussi dans Espoir parce que ça m'a permis d'évoluer, d'avancer. Et à chaque fois, en fait, step by step, tu avances comme ça, quoi. Donc, je dirais ça. Quand tu réalises, ou en tout cas dans tes projets, tu te parles un peu comme un sportif, donc tu essaies de te donner à fond, etc. C'est un truc que tu fais encore aujourd'hui, même après toutes ces années d'expérience? Ouais. Après, c'est une discipline, en général. Tu vois, c'est un peu une manière de vie, si je puis dire. C'est-à-dire que je fais beaucoup de sport, ça me permet de maintenir plein de choses parce que c'est un peu les montagnes russes, le cinéma. Donc ça me permet moi de maintenir ça. Aussi les échecs, parce que ça arrive. Se rebondir, c'est quand un match a perdu. Tu penses au prochain match, tu penses à la suite. Sinon, tu vas trop t'enfoncer dans quelque chose qui n'est pas bon. Donc en fait, j'essaie vraiment de garder cette mentalité un peu sportive qui me permet de rester actif, quoi, tout simplement. Donc c'est un truc qui m'accompagne dans la vie en général. C'est trop bien parce que justement, moi, je côtoie pas mal d'artistes et tu vois ceux qui flanchent émotionnellement. En fait, c'est tellement les montagnes russes, comme tu as dit, c'est tellement imprévisible que tu es obligé d'avoir un truc qui te tient à côté. Et l'hygiène de vie est hyper importante. Donc dormir, faire du sport. Toi, tu fais quoi comme sport? Moi, je suis à la salle, je fais du foot plus pour le plaisir. Donc, Espoir fait le tour des festivals et il est acheté par Canal+. Là, tu réalises que ton film cartonne. Est-ce que tu t'y attendais ou pas du tout? Il marche plutôt bien en festival, je suis assez content. Canal+, je m'y attendais pas du tout. Tu vois, c'était vraiment une surprise. C'était l'une de mes productrices, Anaïs Loneke, qui m'appelle, qui me donne la nouvelle,
qui me dit que Canal+ sont intéressés par le projet. Enfin, ils ont vu le film Ok. et qu'ils veulent l'acheter. Donc, c'était vraiment incroyable. Bah Franchement, ouais. moi, je m'y attendais pas. Le film, je le fais pour avoir mon diplôme. C'est déjà bien, tu vois. Là, le film, il va sur une chaîne télé, film d'école. En fait, moi, ça me permet... En fait, ce que je gagne beaucoup, c'est en visibilité, en Ouais. crédibilité et en confiance. Trop bien. Tu vois, je me dis, en fait, peut-être que ce que je fais, c'est bien. Et ça me motive à faire la suite, à continuer. Donc, vraiment, c'était la cerise sur le gâteau à ce moment-là, quoi. C'était vraiment du bonus, je prenais, tu vois. Est-ce que ça change d'autres choses pratico-pratiques? Est-ce que tu as des propositions de projets? Est-ce que financièrement, ça t'aide à financer d'autres projets? Oui et non, dans le sens où moi, en fait, dans tous les cas, en fait, le film en lui-même, même si j'avais pas Canal, je pense Ouais. que j'aurais eu des propositions, parce que j'en ai eu, tu vois, parce que le film, en fait, il a fait des festivals, donc je recevais des mails. Ce qui est bien, en fait, avec la plateforme, en fait, c'est que les gens pouvaient le voir, ceux qui Oui. n'étaient pas forcément en festival, loin ou pas forcément à Paris, Ouais. ils pouvaient le voir directement chez eux. Moi, ça m'a permis aussi de toucher un public un peu plus large aussi. Et non, je pense que j'ai beaucoup gagné aussi le mieux, je pense, c'était la confiance, en fait, Ok. vraiment. Et en crédibilité, parce que voilà, tu fais un film qui est sur ton premier film dans les conditions pro sur une Ouais. chaîne télé, c'est assez fort quand C'est même. une belle victoire, ouais. Donc il y a ça. Mais après, ça n'a pas changé grand-chose non plus, tu vois. Ok. Après, même financièrement, c'est pas mon argent directement propre que je mets sur mes films, tu vois. Ok. C'est On va financer, en fait, justement, c'est les producteurs qui m'accompagnent à financer mon projet. Donc, ça m'a donné un peu d'argent, mais ça n'a pas changé ma vie, quoi. Ok. Suite à Espoir, tu rencontres les producteurs pour Joya. Exactement. Comment s'est passée cette rencontre? J'imagine que c'est après avoir vu Espoir qu'ils ont voulu travailler avec toi. C'est ça, en fait, j'ai reçu un mail de la production de Marie-Mars, qui produit chez Caïman. Elle avait vu Espoir et en fait, elle voulait me rencontrer. Donc, en fait, moi, je recevais pas mal de mails comme ça de producteurs qui voulaient me rencontrer parce Trop qu'ils avaient bien. vu Espoir. Donc, C'est moi, quand même un c'est luxe. cool. Non, c'est bien, c'est bien. Moi, je galérais à les avoir. Là, j'avais pas mal de propositions, donc c'est cool. Moi, je prenais. Du coup, j'allais voir vraiment tout le monde. Ok. Bon, l'idée, c'est vraiment, tu promets rien, c'est vraiment des rencontres et tu vois aussi humainement, parce que moi, je mets beaucoup l'humain. Oui. C'est vachement important. Surtout la relation prod-réal. Il faut vraiment avoir une confiance quand même. Et donc, j'allais voir les gens, donc ça matchait moins. Et je suis tombé sur Marie-Mar, justement, et on a parlé de mon projet que j'avais ensuite de danse. Elle m'a fait des retours super sur ça, et même sur Espoir. Et en fait, je me sentis bien, Ok. déjà. Elle me faisait des retours qui étaient pertinents par rapport au projet que je voulais faire après, parce que je l'avais aussi envoyé le projet de Joya. Trop bien. Et naturellement, en fait, j'ai senti que c'était la productrice qu'il fallait pour Ok. ce film-là, Trop bien. parmi les gens que j'ai pu rencontrer. Et ça a matché comme ça. J'ai interviewé une autre réalisatrice là il y a quelques jours et elle me disait pareil à quel point c'était important de bien choisir son producteur ou sa productrice parce que c'est comme un couple en fait. Bien Tu sûr. dois trouver un matching Bien pour sûr. que ça se passe bien dans des bonnes conditions, etc. C'est clair, c'est clair. Et c'est vrai que c'est un truc dont on n'a pas forcément conscience de l'extérieur. On se dit bon bah le producteur est intéressé, le réal a un projet, bon bah go. Mais en fait il y a plein de paramètres humains qui rentrent aussi Bien en sûr. compte. Il faut se dire que en fait, quand tu pars sur un film, ça prend du temps. Oui. Court-métrage comme long-métrage. Tu vois, ça prend vraiment du temps. On parle en années, 3, 4 ans, même voire 5, ça dépend. Et du coup, c'est sur la durée. Donc, il faut déjà bien s'entendre avec la personne. Et comme un couple, tu as des hauts, tu as des bas. Ouais. Et quand ça se passe bien, tout le monde est content. Mais quand tu as des moments un peu plus durs, de mou, où ça ne va pas aussi, peut-être dans ta vie personnelle, parce que ça fait aussi écho à ce que tu développes dans Ouais. ton côté pro, c'est bien de pouvoir avoir quelqu'un où tu peux expliquer ce qui ne va pas sans avoir la sensation d'être jugé ou d'avoir peur de comment la personne va réagir. Ouais. Et c'est pour ça que le relationnel et l'humain est vachement important dans ce genre de collaboration, Ouais. même si c'est professionnel, mais indirectement, sans trop s'étaler. Parce que voilà, il faut bien séparer comme le pro et le perso. Mais les émotions, en fait, tu les maîtrises pas. Oui. Tu vois. Et donc, c'est important d'avoir quelqu'un émotionnellement en face de toi qui va comprendre des choses qui peut être un peu extra du Oui. professionnalisme. Sans trop s'étaler, toujours. et donc, il faut sentir ça et juste aussi sentir que tu es bien et que ton projet aussi, on parle du même projet. Oui. Parce que des fois, en fait, toi, tu as envie de faire un film et le producteur ou la productrice voit un autre film, Ouais. tu vois. Donc là, en fait, à un moment donné, ça va couac parce qu'on ne veut pas la même chose. Donc, prendre ce temps, c'est vachement important d'être sûr avec qui tu pars parce que ça va être sur la durée. Est-ce que tu as un conseil pour ceux qui n'ont pas eu la chance de réussir du premier coup comme toi et qui ont envie de trouver des producteurs ou des productrices? Est-ce que tu as un conseil pour ces gens-là?
Bah, c'est souvent les retours qu'on peut voir souvent, mais c'est vraiment des retours qui sont des conseils qui sont vachement, qui marchent, je pense. C'est de faire déjà. Ouais. C'est de faire avec les moyens du bord. Ça va pas être parfait, et c'est OK. Comme on dit. Et c'est OK. En fait, il faut pratiquer, pratiquer, pratiquer. Parce que forcément, les producteurs, productrices, ils vont recevoir plein de propositions, donc Ouais. c'est compliqué. Même moi, avant de faire la Fémis, j'avais contacté plein de producteurs, Oui. plein de boîtes de prod. Et des fois, j'avais pas de réponse. Ouais. Des fois, c'était compliqué parce que j'avais rien à montrer. Oui, ils ont besoin d'être rassurés. Effectivement, et ça peut se comprendre aussi. Et donc, je pense qu'il faut réussir à faire. Et plus tu fais, plus tu as gagné aussi en confiance. Et même si ton film, il n'est pas parfait, une prod, si elle sent qu'il y a un truc chez toi d'intéressant, elle va peut-être vouloir te rencontrer à un moment donné, tu vois. Donc, c'est ce que je dirais, faut faire, en fait. J'aimerais bien qu'on parle un peu de la vie entre deux films. Donc, entre Espoir en 2021 et Joya, il va se passer environ 4 ans. Beaucoup de gens, je pense, imaginent qu'un réalisateur entre deux films attend, flâne dans les cafés parisiens, etc. Toi, ton quotidien pendant ces 4 années-là, il ressemblait à quoi? Des hauts et des bas. Ok. C'est pour ça que, en fait, si tu veux, t'écris. J'écris beaucoup déjà. Donc, tu as plusieurs versions que tu envoies. Donc, tu envoies plusieurs versions. C'est pas forcément. C'est pas encore bon. Donc, tu dois réécrire, retrouver la motivation. Des fois, t'es pas vraiment inspiré. Donc, ça retombe. Tu peux passer 2-3 mois sans forcément écrire. Il faut l'accepter, ça aussi, tu vois. C'est des trucs où on n'est pas des machines. Donc, tu as des moments où ça va aller ça va, naturellement. Il y a des moments où c'est pas là. Moi, en tout cas, c'est comme ça que je fais. J'aime pas trop forcer. Toi, t'écris tout seul? Au début, ouais. Ouais. Après, je coécris généralement. Ok. Mais j'aime bien poser les bases seul pour savoir D'accord. où je vais. Et ensuite, quand je suis assez confiant, j'aime bien ramener soit une consultation, soit une coécriture. Mais sur mes 2 courts-métrages, j'ai coécrit, tu vois. Quand tu dis une consultation, c'est que tu fais appel à d'autres réalisateurs ou d'autres Non, scénaristes? ça peut être des scénaristes, mais qui vont pas écrire, mais qui vont te faire des retours. Ok. Donc, c'est plus des consultations. Et des... Coécriture, c'est vraiment quelqu'un qui écrit avec toi. toi. Et c'est des professionnels à chaque Ouais. fois? Ouais. Ok. En tout cas, sur Joya et sur Espoir, c'était des gens qui étaient à Fémis avec moi, tu vois. Ok. Donc, on s'est suivis comme ça. Et donc, oui, ça prend du temps parce que tu dois faire des commissions. Donc, tu as les dates de commission qui sont pas forcément... ça prend tu peux en avoir 2-3 dans l'année. Donc, très vite, l'année passe très vite. Il faut être prêt aussi. Donc, peut-être la première année, le projet n'est pas assez solide pour envoyer. Donc, on va attendre l'année prochaine. Donc, ça repousse déjà. Donc, 1 an est passé. C'est aussi comment toi, tu avances sur ton projet. En fait, il y a plein de choses. Et après, en même temps, tu vis aussi. Ça veut dire que tu n'es pas toujours en train de... Ouais, tu vois. Donc, à des moments où tu coupes un peu, tu travailles aussi à côté. Parce que, surtout quand tu commences, des fois, tu n'as pas forcément un salaire. Donc, il y en a qui ont du taf un peu alimentaire. Moi, je faisais mes heures d'intermittence. Ok. Donc, j'interviens pas mal avec des structures dans des écoles. D'accord. Donc, ce qui me permet aussi de faire mes heures. Ou d'autres choses aussi en parallèle. Donc, dans ces écoles-là, tu étais du coup prof? Non, je fais des ateliers cinéma. Je ne suis pas prof, mais je suis intervenant. Ok. Voilà, tu vois, dans le lycée, collège. Donc voilà, en fait, tu vis en parallèle, tu essaies aussi de faire de l'argent, parce qu'il faut vivre. Et en parallèle, tu écris tes projets pour pouvoir avancer au maximum. Donc, 4 ans, tu vois, 4 ans, ça paraît long, mais en même temps, c'est très vite. Ouais. Tu vois. Moi, pour le coup, j'ai eu la chance quand même d'avoir enchaîné sur les 2 projets comme ça. Mais après, c'est pour ça qu'il faut avoir cette motivation et vraiment avoir cette ambition de ne pas vouloir lâcher parce que tu as des moments où c'est beaucoup plus compliqué. Et c'est là aussi qu'il rentre en jeu, ce qui est important, ce que j'ai envie de dire, c'est l'entourage. Ok. Tu vois, avoir une famille, des amis, des gens avec qui tu peux te confier parce que les émotions varient tellement que par moment, tu as juste besoin de te livrer, avoir des gens avec qui tu peux te reposer, sur qui tu sais tu peux compter, ça fait du bien aussi parce que seul, c'est pas c'est un parcours du combattant, quoi. Ouais. Toi, tu avais des potes du coup du cinéma ou tu as gardé tes potes d'enfance qui étaient pas J'ai un peu de tout, moi. J'ai des classeurs de potes dans des milieux différents. Non, j'ai des potes qui sont pas juste dans le cinéma, autre chose. J'ai des amis qui sont dans le cinéma avec qui j'ai commencé depuis les débuts. On avance un peu en parallèle. J'ai des gens que j'ai rencontrés justement dans mon processus à la Fémis ou même dans mon processus de création. Il y a des gens que j'admirais, que en tout cas, j'aimais beaucoup leur travail quand j'étais petit, que je rencontre maintenant. Incroyable. En fait, tu vois, il y a un peu tout. Après, j'ai ma famille aussi en parallèle à côté qui est aussi un socle. Donc, ouais, c'est assez varié. Donc, c'est bien. Des fois, tu peux avoir des discussions cinéma, d'autres
ça me permet aussi de sortir de ça, voir autre chose, parler sport, des amis qui sont plus dans le sport, tu vois. Ouais. En fait, c'est bien d'avoir les deux, je pense, parce que d'un côté, tes proches qui sont pas dans le cinéma peuvent t'apporter un regard un peu neuf, un peu frais, mais ils peuvent aussi pas comprendre du tout ce que tu vis et être en mode, pourquoi tu t'infliges ça et pourquoi tu trouves pas un vrai taf, entre guillemets. Il y a eu un petit détour aussi pendant ces 4 ans entre les deux, où on t'a retrouvé dans le casting d'un film que tu as tourné en Afrique du Sud grâce à ta cousine Tracy Gautoise. Ouais. Déjà, est-ce que tu peux raconter comment t'es arrivé Expérience de fou. Comme je disais, moi, j'avais un peu mis le côté acting sur le côté. Je voulais pas forcément jouer, en tout cas pas tout de suite. Et c'est ma cousine, justement, Tracy, qui a eu le casting de ce film-là. Et en fait, comme c'était un film qui traitait de la guerre civile en Centrafrique, du coup, mon pays d'origine, qui a eu en 2016, le réalisateur, c'est un film... En fait, c'est l'histoire d'une médecin sans frontières norvégienne qui était justement en Afrique du Sud pendant cette guerre civile. Et ensuite, elle a fait un livre. Ils ont décidé de faire un film en Norvège. Et le réalisateur voulait vraiment des acteurs centrafricains. C'était important pour lui. Et donc, ma cousine, elle passe le casting de ce film-là. Elle a le rôle. Et le réal lui demande si elle ne connaît pas des acteurs centrafricains. Ok. Elle dit non, mais elle a un cousin qui est réalisateur et que je pense qu'il pourrait bien se débrouiller, qui correspond en tout cas au personnage. Donc, elle me dit ça. Donc, la directrice de casting me contacte. Et moi, je suis en mode waouh. Et en plus, le casting, il est en français, anglais et sango, qui est ma langue maternelle, le sango. Donc, moi, je comprends. Que tu parles. Alors, moi, je comprends bien le sango, je parle un tout petit peu. Okay. L'anglais, je comprends, mais jouer en anglais, je me suis dit, je sais pas. Mais au culot, je passe le casting, enfin, j'envoie en tout cas ma self-tape. Et à ma grande surprise, ils viennent à Paris pour me rencontrer. Okay. Donc là, je prends les choses au sérieux. Je me dis, OK. Donc là, je bosse à fond mon anglais. Je répète vraiment à fond. Je m'entraîne avec ma mère en sango, justement. Elle me fait répéter en sango les paroles de mon personnage. C'est marrant de bosser avec sa mère. Elle a compris ce que je faisais là. Et donc, j'y vais en mode, OK, de toute façon, si je suis pris, tant mieux. Je suis pas pris. En fait, je ne m'attendais pas à grand-chose. Ouais. C'est tombé sur moi et voilà. Donc, je me donne à fond. Et quelques semaines après, j'apprends que je suis pris pour le rôle. Donc, je dois partir en Afrique du Sud pour jouer. En plus, je jouais le rôle je jouais un chef milice, un chef milice, un peu le méchant, en fait, dans l'histoire. Donc, en fait, très vite, il fallait que je comprenne le personnage, que je comprenne ses intentions, pourquoi il fait tout ça. Oui. Et sans le juger en plus. Ouais, c'est ça, vraiment. Et en fait, c'est un vrai exercice pour moi parce que j'avais jamais joué dans un long métrage, déjà. Être devant la caméra comme ça, pour la première fois en Afrique du Sud, sur un plateau anglophone, 100%, donc ça m'a fait bosser mon anglais, déjà. Super intéressant. Et puis même le réal, en fait, dans sa manière, son approche de travailler avec moi en tant qu'acteur à ce moment-là, ça m'a beaucoup ouvert aussi une manière différente de voir les choses, de comment je peux bosser aussi avec mes acteurs. Des jours où j'étais en off, par exemple, je venais sur le plateau, je m'asseyais à côté du réal et je le regardais faire. Trop bien. Tu vois, en fait, c'est la plus grande des écoles. C'était tellement enrichissant de le voir en fait dans sa manière de bosser, dans sa manière de parler avec ses acteurs. Et moi, j'étais là, je prenais des notes dans ma tête en mode OK. Et ça allait tellement vite dans sa manière de... Il avait tellement préparé en amont, tu vois. Donc, il y avait un truc où... tu vois, en France, souvent, on apprend à faire avec la souffrance. Si le réalisateur, il n'est pas en PLS sur le plateau, qu'il ne souffre pas, qu'il n'est pas bien, c'est que le film ne va pas être top. Il faut vraiment qu'on sente qu'il est à bout de souffle, tu vois. Et en fait, tu penses comme ça. Si je suis pas bien dans mon plateau, ça va être ça, en fait. Et lui, il était tellement serein dans sa manière de... OK, il y avait un truc qui n'allait pas, il réfléchissait. On prenait le temps. OK, tac, tac, on va changer, on va essayer autre chose, tac, tac. C'était tellement préparé avec son chef-op, il regardait. En fait, c'était fluide, tu vois. Il n'y avait pas cette course permanente. Et j'ai vu ça, je me suis dit, OK, en fait, tu peux faire des films dans une tranquillité, dans une bienveillance, où tout le monde sait ce qu'il a à faire, parce que ça a été préparé en amont. Alors bien évidemment, des fois, tu as des choses qui n'ont pas prévu, il faut rebondir dans la précipitation, il faut trouver des solutions. Mais plus tu es préparé en amont, plus les imprévus sont un peu préparés. Tu vois. Donc j'ai appris ça aussi. Donc c'était génial, très bonne expérience en tant qu'acteur. Et ça m'a redonné un peu cette envie d'aller un peu plus dans l'acting. Et là, je suis un peu
pas mal de casting et tout, donc Trop bien. ça, c'est cool. Hâte de te voir à l'écran sur d'autres On projets. croise les doigts. J'imagine que même si le tournage il a duré qu'1 mois, toi, tu as eu des mois de préparation pour ce rôle-là avant. J'ai eu des semaines. Des Même semaines. pas, c'était très rapide en fait. Ok. Même pas. J'ai eu même pas une semaine. Une semaine de Ouais, préparation. en fait, c'était très rapide. C'est que je passe le casting, on m'annonce que je suis pris. La semaine prochaine, il faut que je parte en Afrique du Sud. Incroyable. En fait, c'était tellement fast. Et en fait, j'ai pas eu vraiment le temps de prépa. Alors, j'ai eu quand même des répétitions quand je suis arrivé là-bas, tu vois. Donc, c'était assez dense. Il fallait tourner à une date précise. Il y avait tellement de parties prenantes ouais, que c'est ça, fallait exactement. le faire très vite. Exactement. Donc, en fait, c'était très, très rapide. Ok. J'ai pas eu le temps. En fait, j'ai pas le temps de réfléchir. Et en même temps, ça m'a permis de pas trop conscientiser. Ouais. J'ai quand même, moi, beaucoup posé des questions sur mon personnage. Et le fait d'avoir d'avoir réalisé, connaître les plateaux de tournage, je n'étais pas dépaysé non plus à 100%. Alors, c'est différent d'être devant la caméra parce qu'il y a un truc où je ne suis pas là normalement, tu vois. Mais quelle expérience. Bravo pour le challenge. Ouais, là, pour le coup. Du coup, quand je suis revenu, j'ai bossé mon anglais à fond. Ok. Ah ouais, l'anglais est très important. L'anglais, très important. Let's switch in English. Exactement. Please, stop. Après ces années donc d'écriture sur Joya et aussi cette parenthèse d'acting, tu te lances donc dans la réalisation de Joya. C'est l'histoire d'un père seul avec ses 2 filles et il y a la danse un peu comme langage dans la famille. D'où t'es venue cette idée de départ? Est-ce que c'est une image, c'est une scène ou est-ce que c'est justement tes souvenirs d'enfance du dimanche où vous dansiez où Il y, a, avait de la il y a- il y a un peu de tout. Alors, déjà, moi, moi, je suis un grand fan de comédie musicale. Depuis que je suis Ouais. petit, tu vois. C'est des films qui m'ont aussi beaucoup bercé. Je me rappelle de West Side Story. Quand j'ai découvert West Side Story, c'était une claque immense. Plus récemment, La La Land. C'est des Ouais. films, moi, qui me bouleversent encore maintenant. Et je me suis toujours dit, c'est marrant, on n'a pas de comédie musicale sur les rythmiques africaines. Ouais. Tu vois. Alors, Joya, c'est pas une comédie musicale, c'est un film de danse. Mais je voulais mettre déjà la danse à l'honneur. Oui. Et comment, en fait, c'est un héritage, une culture qui est très importante dans la communauté africaine. C'est venu un peu parce que moi, comme je disais, j'ai pas mal de cousins, cousines aussi qui font de la danse. Ouais. Moi aussi, je danse beaucoup. J'aime bien ça, tu vois. Je suis un danseur de mariage après. J'aime bien la piste de danse en général. Et il y a aussi une tendance musicale qui est vachement présente partout dans le monde, qui est un peu, tu sais, ces rythmes-là, l'afrobeat, l'amapiano, Ouais. ce genre de style de musique que moi j'écoute beaucoup et qui m'ont beaucoup, qui m'accompagnent. Et je voulais faire un film où mon personnage s'émancipait Ouais. via la danse. Donc ça, c'était ton intention à Ouais. toi et c'était pas ta C'est ça, co-scénariste. exactement. Non, en fait, tout part de moi. Après, ma co-scénariste, ça vient vraiment dans le scénario. Ajouter des petites C'est ça, en fait, touches, donner un peu une direction, une colonne vertébrale, Ok. une Une ouais, ligne édito. une ligne qui est beaucoup plus tranchée et ce qui se passe dans le film pour amener à ce que moi j'ai envie de raconter. Donc en fait, à chaque fois, les sujets, c'est moi qui les ramène et en fait, ma co-scénariste m'accompagne sur ça. Et du coup, pourquoi cette envie de mettre de l'émancipation dans Mais l'histoire? en fait, le film, surtout, c'était, je voulais faire un film qui pose le regard sur quelle est la différence entre l'appréciation culturelle Ouais. et l'appropriation culturelle. C'est assez fin. Ouais. Et moi, je voulais poser le regard dessus sur ce film-là, tu vois. On voit là, cette amitié entre 2 jeunes filles Joya, qui est très timide, très réservée, qui s'émancipe dans ses cours de danse. On voit, Ouais. c'est là qu'elle se libère. Et Amandine, qui est une fille très populaire du lycée, qui va voir Joya danser, qui va vraiment venir s'affilier à elle et qui va vraiment mettre un peu l'afro un peu plus à l'honneur dans le lycée, ce que Ouais. Joya s'est jamais permise de faire. Et voilà. Et en même temps, il y a cette appréciation de cette culture, mais est-ce qu'on ne bascule pas aussi tout doucement vers une appropriation? Et ce film-là pose le regard, si vous ne l'avez pas vu, je vous invite à le voir. C'est vraiment cette amitié-là qui naît et cette maladresse qu'il peut avoir un peu, entre ces 2 jeunes filles, quoi. Et ce rapport aussi, comme tu disais, avec le père, où tu sens que la culture, il représente un peu ça, tu vois, de Oui. ce rapport à la musique. C'est par la musique que la famille renaît, c'est par la danse aussi que lui aussi a grandi, donc il a transmis ça aussi à ses enfants. Donc c'est toute une question de transmission par le mouvement, par la musique qui m'a intéressé dans ce film-là. Comme moi, j'ai pu le vivre quand j'étais gamin, comment la musique, moi, a bercé le Oui. foyer. Tu vois, il y a ce truc-là qui m'a beaucoup intéressé. Sur l'aspect appropriation culturelle, j'ai trouvé que tu l'avais fait très finement et très intelligemment. Merci. Parce que t'es pas non plus. T'es pas là à taper non plus sur Amandine, mais tu pointes quand même le doigt sur le problème. Enfin, j'ai trouvé que c'était hyper juste et hyper intelligent. Et je pense que la manière dont tu l'as fait peut transmettre ce message, justement. En tout cas, c'est ce que j'ai essayé de faire. Ouais. Je voulais pas faire un film
un peu trop surligné, Oui. tu vois. Je voulais une finesse, montrer un racisme différent mais présent. Et comment, en fait, tu sais ces deux filles qui sont dans deux mondes différents, leurs mondes vont rentrer un peu en collision. Ouais. Et ce que paraît assez léger et pas sérieux, on va dire, pour Amandine, c'est un sujet super personnel Exactement. pour Joya. Et donc, c'est deux prismes différents. Ouais. Et par moments, en fait, comme il y a des non-dits, surtout à cet âge-là, donc ils sont des ados, 15-16 ans, encore plus, c'était une arène qui m'intéressait. Il y a plein de non-dits qui font que il y a des blessures Oui. par moments qu'on ne voit même pas. Et c'est ce que je voulais faire aussi avec ce film-là, être dans une finesse. En tout cas, c'est ce que j'ai essayé. Et, et de montrer ça sans jugement, Oui. mais poser un regard qui va donner justement réflexion après. L'appropriation culturelle, on en parle de plus en plus et il y a de plus en plus de personnes qui disent apprécier une culture et pas se l'approprier. Mais en fait, il y a une scène, moi, qui m'a marquée, qui est une scène qui, je crois, qui dure même pas 5 secondes, où Amandine va au cours de danse afro et la prof est en train d'expliquer l'histoire des pas et l'histoire de cette danse-là, et Amandine est sur son téléphone et elle en a rien à faire. Par contre, ensuite, elle a envie de montrer ça dans la cour d'école et développer un peu sa popularité en dansant l'afro, tu vois. Et c'est un peu ça, je pense, qu'il faut préciser sur l'appropriation culturelle vs l'appréciation, c'est que tu peux apprécier une culture à partir du moment où tu t'informes déjà, tu as aussi conscience de toute l'histoire et le background de cette culture-là, et qu'ensuite, en fait, tu ne viens pas tirer profit gratuitement sans en faire bénéficier les personnes concernées et sans redistribuer aux personnes concernées. Bien sûr. Ça, c'est mon avis. Mais totalement, je te rejoins. Non, mais c'était vraiment ma réflexion. Totalement. Ce que tu dis, je te rejoins. Et le film essaie de raconter ça de toute façon. Donc, non, je te bravo, rejoins. je trouve que tu l'as fait très justement. Enfin, je pense aussi que c'est très important d'avoir des réalisateurs afrodescendants qui proposent cet œil nouveau et qui proposent des histoires qui ne soient pas dans les clichés. Bien sûr. Justement, sur la partie émancipation de Joya, est-ce que c'est un peu ton histoire à toi ou l'histoire de femmes autour de toi qui utilisent l'art pour s'émanciper ? Tu sais, il y a cette question de poids, un peu de représentation. Étant jeune, noir, en plus j'étais dans un lycée aussi privé, donc il n'y avait pas beaucoup de mixité, comme on dit. Et je me rappelle un peu de ce point-là, un peu qu'on me disait en fait, attention, tu représentes aussi toute une communauté. Ouais. Tu vois. Alors, en même temps, c'est une réalité parce qu'il y a un truc où on est tellement peu visible que dès qu'on voit une personne qui nous ressemble, bah, ça nous fait du bien, on veut s'attacher à cette personne-là, tu vois. Et moi, le premier, c'est-à-dire quand je vois un artiste afrodescendant, africain, forcément, il y a un truc où j'ai l'impression de me sentir connecté. Ah, il est avec nous, tu vois. Mais en même temps, ce qui est pire, c'est que tu ne représentes pas tout le monde. Tu es aussi ta personne, tu vois. Et si demain, je faisais une faute, c'est moi qui fais la faute. Ce n'est pas tous les Noirs qui font cette faute-là, tu vois. Et Joya, enfin, quand je dis ça, parce qu'en fait, le parallèle, c'est s'émanciper des regards des autres pour être toi vraiment. Quand je dansais, une anecdote, justement, je parlais de Saint-Paul, en fait, l'événement de fin d'études, le bal un peu de fin d'études de mon lycée, à l'ancienne. Tu sais, il y avait un moment donné, après le défilé, il y avait un moment de danse, il y avait de la musique et tout. Et il y a une musique que j'aimais beaucoup, et je voulais aller danser. Ouais. Mais je me suis dit, si je danse là, on va me regarder, on va dire que c'est moi, nana. Du coup, je me suis privé de ce plaisir de danse, alors que mes amis blancs, ils se posent pas ces questions-là. Et c'est normal, et c'est ça, en fait, qu'il faut... C'est toi. Et tu vois, il y a ce truc-là que ça a fait un peu écho dans Joya quand je développais ce truc-là d'émancipation, en tout cas cette phase d'émancipation-là, de se dire, en fait, c'est elle qui décide à un moment donné de danser. À un moment donné dans le film, elle danse quelque part, parce qu'on lui dit danse, mais c'est elle qui décide de danser à ce moment-là. C'est son choix à elle, tu vois. Et donc, elle s'émancipe aussi du regard des autres, et elle danse quand elle veut danser, pas quand on lui impose de danser ou qu'on lui impose de faire quoi que ce soit. Et du coup, il y a plusieurs confrontations, notamment avec le père aussi, de se dire, en fait, je me rapproprie ma culture, je me rapproprie qui je suis, et je suis moi-même, tu vois, sans vouloir être tout le monde. Voilà. Mais je trouve ça hyper intéressant comme parallèle parce que, en fait, comme tu le disais, il y a tellement peu de représentation de noirs, d'arabes. Il y en a un peu plus qu'avant, mais oui. c'est pas. Il y a encore un peu de travail, mais il y en a. Mais il y a encore beaucoup de travail que du coup,
tu te retrouves parfois représentant de toute une communauté, alors que une communauté, c'est tellement divers, t'as tellement de gens différents, t'as tellement de personnalités différentes, etc., que tu peux pas te dire cette personne représente tous les Centrafricains, ou tous les Africains, etc. Et je pense que plus on aura de diversité à l'écran, et moins ce truc aura de poids. Se dire, en fait, effectivement, là, on a des acteurs issus de la diversité, mais qui sont eux-mêmes très différents les uns des autres. Et du coup, enlever un peu ce cliché de tu représentes tout le monde. Tout le monde, c'est ça. Toute la communauté, c'est impossible. Sur Gioia, donc le tournage, si je ne me trompe pas, a duré 7 jours. Comment toi, tu t'es préparé? Est-ce que c'était différent? Du coup, la préparation était différente que sur Espoir? Ouais, totalement. Là, j'étais en confiance. Je me sentais beaucoup, tu vois, avec l'expérience d'Espoir, je savais où j'allais. Il y avait un truc où j'attendais ça avec impatience. Je choisis une équipe qui était formidable. Franchement, tous les chefs de poste, les techniciens, vraiment tout le monde était incroyable. On a tourné à Orléans, donc chez moi, dans mon lycée. Donc il y avait un truc où c'était très fluide. On a très bien préparé avec Louise, qui était la chef-op du projet, et ma première assistante que tu connais, Jeanne, une machine de guerre incroyable. Et t'apprends en faisant. Là, comme Espoir, il y a des choses que j'aurais fait différemment avec le recul. Gioia, il y a plein de choses que j'aurais fait différemment. Mais les films sont là. Et je peux que être fier d'avoir réussi à faire les films qui peuvent vivre et qui peuvent diffuser et raconter en tout cas le sujet, l'histoire que j'ai envie de raconter. Donc. Une fois que le tournage a été fait, donc tu participes au montage. Bien sûr. Oui, c'est le monteur en fait qui monte, qui a la main dans la bouille, comme on dit. Et moi, je suis avec lui tous les jours. On monte ensemble en fait. Okay. On monte ensemble, on fait des propositions. Il me fait des propositions, je regarde. Des fois, comme en fait à chaque fois, comme c'est ton film et en fait chaque séquence, ça te rappelle ce qu'on a fait sur le plateau de tournage. Ouais. Des fois, tu as des émotions un peu particulières avec une séquence parce qu'on a tellement galéré à la faire. Il pleuvait, je dis n'importe quoi. C'était tellement difficile que non, cette séquence-là, il faut qu'on la mette. Alors que des fois, ça marche pas dans le montage. Ouais. Et c'est bien avec le retour du monteur, c'est que comme il n'était pas sur le plateau de tournage, il arrive au moment où lui, il voit que les rushs. Donc lui, il s'en fiche de si on a galéré à le faire ou pas. Lui, il voit si c'est efficace ou pas. Okay. Ça, c'est super bien. Et par moments, comme on montait toujours ensemble, il me disait j'aime bien moi sortir, faire un tour, va marcher un peu dans le quartier et tu reviens dans 1 heure et tu vois ce que j'ai fait. Comme t'es pas là, il va faire des trucs où peut-être que si tu étais présent, tu aurais dit non, fais pas ça. En fait, là, tu découvres un film un peu différent. Tu dis j'ai pas vu ça comme ça. Et donc, c'est bien de travailler avec quelqu'un qui est un peu bien sûr qui a lu le scénario, à qui tu parles de ton projet en amont, mais qui arrive vraiment après le tournage et qui a un regard tout frais. Ouais. Moi, je trouve ça incroyable le pouvoir du montage sur un, tu réécris un film, projet. Ouais. Ah ouais, tu réécris un film. Il y a des séquences qu'on switchait, il y a des séquences qu'on n'a pas gardées, il y a des séquences où j'ai perdu des cheveux. Tu vois, ça, j'ai la casquette là. Tout à l'heure, on disait que Gioia parle de beaucoup de sujets. Est-ce que toi, à un moment, tu as eu peur que ce soit mal interprété ou mal reçu? Non. Après, il y a quand même une direction qui est très claire dans ce film-là. C'est un film de danse qui va parler, qui pose le regard sur l'appréciation de l'appropriation culturelle et en même temps l'émancipation de cette jeune fille. Donc il y a une direction qui était très claire où la danse est au cœur du projet. Moi, j'avais confiance en mon projet. Je savais que je soulevais un sujet sensible mais important, que j'y allais avec une finesse, un regard sans jugement, mais important. Peut-être que le film peut lancer aussi un débat, un échange. J'ai aussi des occasions de projeter le film dans des moments d'échange-débat avec le public, d'expliquer un peu moi aussi mon point de vue. Et j'apporte pas forcément une réponse à ça, mais je pose le regard. Et ce film-là, il est vraiment pensé comme ça. Et puis, ça reste un projet artistique. Donc, il n'y a pas mort d'homme, dans le sens où, tu vois, pour moi, c'est un projet qui me tenait à cœur. Je l'ai fait, je suis très content du projet. Et moi, ça me permet aussi de tout doucement me rapprocher du genre que j'aime beaucoup, la comédie musicale. Tu vois. Okay. Ça, c'est mon rêve ultime, faire une comédie musicale. J'y suis pas encore, mais j'ai fait un film de danse. Ouais. Après, ça va être un film musical, peut-être un film de... Voilà, je me rapproche de ce que j'aime. Là, petit à petit, tu as envie d'aller donc vers le long métrage. En ce moment, tu bosses sur 2 projets. J'écris, je suis en phase là d'écriture. Là, je passe au long métrage. J'ai 2 projets de long métrage qui sont un peu au coude à coude. Il y a un projet musical et un projet un peu plus sportif. Ok. Voilà. Tu veux nous en dire un peu plus ou c'est encore... Non, je suis au début. C'est un projet musical. On est un peu toujours la jeunesse, parce que ça reste des arènes que j'ai fait sur mes courts-métrages, que je maîtrise, que j'aime bien aussi, où je me sens à l'aise dans l'écriture. Et je pense que ça me permet moi aussi de faire quand je me retourne en arrière, je vois ma jeunesse à moi. Donc en fait, j'ai un peu un recul sur ça. C'est un film où on est un peu plus dans une romance là. Et la musique va jouer un rôle très important dans ce film-là. Un film d'émancipation toujours, entre deux ados qui vont s'aimer. Voilà. Et là, t'as
pas du tout de deadline en tête, t'as pas... Non, je suis au tout début, tu vois, je suis vraiment au début d'écriture, c'est vraiment le début. Ok. Voilà, donc c'est encore tout frais. Donc là, généralement, tu vois, quand on parlait de temporalité, ça peut varier. Un long métrage, ça peut prendre, au plus rapide, ça peut être allé 4-5 ans. Peut-être 3, mais vraiment c'est très fast, mais c'est très rare pour un premier. Comme ça peut prendre 5, 7, 8 ans. Ouais. On ne sait pas. Ça peut aller très vite, comme ça peut prendre du temps. Il faut s'accrocher, il faut croire à son projet parce que c'est des montagnes russes. Si toi, tu n'y crois plus à un moment donné, Ouais, personne ne va y croire. Donc, en fait, je suis dans une phase vraiment de me dire qu'est-ce que j'ai envie de raconter, où est-ce que je vais, est-ce que je suis sûr de vouloir défendre ce projet-là autant de temps, Oui. tu vois. C'est des questions que tu te poses beaucoup. Est-ce que je suis prêt à me dire, est-ce que dans 1 an, ça va pas me saouler? Même dans 6 mois, est-ce que le projet va me saouler? Si tu penses que tu vas souffler, laisse. Ok. Parce que tu vois, tu vas jamais aller, tu vas pas te battre parce que tu vas avoir des refus. Et dans ces refus-là, soit tu suis un peu ces refus, donc tu lâches ton projet, soit tu dis, c'est pas les bonnes personnes, ils ont pas compris ce que je voulais te dire, ou peut-être ils m'ont fait des retours intéressants, donc il faut que je retravaille pour qu'ils comprennent où j'ai envie d'aller. Tu vois, il y a aussi ça. Ouais. Donc là, je suis dans une phase où je me dis, est-ce que ce projet-là, j'y crois? Je pense que ouais. Je suis sûr. Donc on va y aller. Donc là, les prochaines années, donc il y a de l'écriture en vue. Tu m'as dit que tu tournais aussi un petit peu vers l'acting, tu passes je passe des castings. Ouais. Tu as tes ateliers. J'interviens aussi. Tes interventions. Voilà, ce qui me permet de faire mes heures. Après, il y a plein de choses que je ne maîtrise pas. Voilà, il y a plein de choses qu'il faut essayer de se laisser surprendre. C'est aussi ça. Comme le tournage du long métrage en Afrique du Sud, j'avais aucunement calculé que j'allais partir en Afrique du Sud. On voit beaucoup sur Internet des grands réalisateurs américains qui disent mais prenez votre smartphone et faites des courts-métrages, n'attendez pas Hollywood. T'en penses quoi de ça? Parce que j'ai l'impression que ça divise beaucoup les opinions, parce qu'effectivement, tu peux prendre ton téléphone et faire des choses, mais la qualité ne sera jamais pareille, et c'est un peu aussi réducteur pour le cinéma de dire qu'avec un téléphone, tu peux tout faire. Là où je rejoins, en fait, c'est plutôt avoir l'idée d'être en train de pratiquer. Oui. Parce que finalement, en fait, on devient réalisateur en faisant. Ouais. C'est quoi être réalisateur finalement? Parce que même moi, j'avais du mal à me dire je suis réalisateur. On m'a donné un peu ce titre-là parce que j'ai fait des films, mais effectivement, je suis réalisateur. Il faut se positionner comme ça, et là, je le dis, tu vois. Mais c'est aussi, moi, mes premiers films, c'est les premiers films que j'ai essayé de faire quand j'avais rien avec mes potes du conservatoire. Ouais. Je te les montre aujourd'hui, oh là là, je souffle, je ferme les yeux, tu vois. Mais par contre, c'est aussi dans ces expériences-là que j'ai fait qui m'ont permis d'aborder un peu plus sereinement des mises en scène. Alors, bien évidemment, mais en fait, tu as toujours des petits restes. J'avais fait ça comme ça, j'aimais bien aimer le mouvement que j'ai fait avec la caméra, que j'avais fait avec mon premier film, même si c'est beaucoup plus, de moyens beaucoup plus décuplés. Mais tu as toujours ce truc-là de faire, en fait. Ouais. Et je vois un peu comment ça peut être frustrant, parce que finalement, en fait, faire avec un téléphone, c'est jamais ce qu'on imagine. Oui. Mais ça reste toujours des moyens, en fait, d'avoir pratiqué. Parce que finalement, en fait, sinon, tu fais quoi? Tu fais rien. Tu vois, en fait, finalement, on revient à un niveau où si tu attends, on va jamais venir te chercher si tu n'as rien. C'est très rare. C'est très, très rare si on vient te chercher si tu n'as rien fait. Et même si ton projet, voilà, la qualité, c'est pas trop ça, mais qu'on voit que l'histoire est super intéressante, bah ouais. Moi, je suis rentré à la FEMIS. Il fallait, dans le dossier de la résidence, pour intégrer la FEMIS, il fallait avoir, comme c'est un projet, enfin, c'est des profils autodidactes, il faut avoir réalisé quelque chose avant. Ouais. Le projet que j'envoie, c'est un projet qui est... Quand je le revois, il y a plein de défauts. Mais par contre, ils ne sont pas arrêtés sur la qualité du projet. Ils savent très bien que c'est des films autoproduits avec les moyens du bord. Donc le son, peut-être, c'est pas trop ça. La qualité d'image, c'est pas trop ça. Par contre, ce qui va les intéresser, c'est qu'est-ce que tu racontes de ton histoire. Ouais. Tu vois? Ah ouais, il y a un truc. Le sujet est intéressant. Et c'est comme ça que je suis rentré à la FEMIS, avec un film fait avec des potes. Tu vois? Donc, et si j'avais pas fait ce film-là avec des potes, je serais pas éligible à candidater à la FEMIS, par exemple. Ouais, tu vois ce que je veux dire? Donc ça peut, effectivement, ça ne veut pas dire que ça a forcément aidé, mais peut-être que tu envoies ton scénario à un producteur et tu mets un petit film que tu as fait avec les moyens du bord. L'idée, c'est de faire ce film-là avec des moyens produits, par exemple, tu vois. Ouais. C'est une super idée. On va dire, ah ouais, ok, je vois ce qu'il veut faire. La qualité n'est pas là, mais je vois ce qu'il veut faire. Ouais. Après, maintenant, on parle de téléphone, il y a toujours les moyens. On peut me parler de réflexes, de petites caméras. Et tu peux faire des films. Donc, moi, je dirais qu'en fait, il faut pratiquer dans tous les choix. Tu n'as pas le choix si tu veux au moins faire quelque chose et montrer un peu ce que tu fais à des gens. Quoi. Et pour toutes les personnes qui t'écoutent et qui ont ce rêve de devenir réalisateur, ça serait quoi tes conseils pour eux? Là, tu viens d'en donner un très bien, qui est de faire. Les échecs sont vos meilleurs amis. Okay. Tu vois?
En fait, il ne faut pas arrêter au premier échec. On te dit non, continue. Il faut vraiment croire en soi. C'est des choses qui reviennent, mais vraiment, moi, plus je fais, plus je comprends que des fois, les oui trop vite, c'est piège. Parce que tu te sens vite installé et des fois, tu ne prends pas le temps de repenser ton projet. Ouais. Tu vois, de dire est-ce que je suis dans la bonne direction. Et le non te permet de travailler la consistance et l'envie que tu as de faire ce que tu as envie de faire. Okay. Si tu abandonnes au premier non, c'est que tu n'étais pas prêt à faire ça. Ouais. Laisse tomber. Mais si par contre, après 4, 5, 6, 8 non, tu es encore là en train d'essayer, tu es sur la bonne direction. Parce que ça révèle en toi quelque chose de viscéral. Tu vois, un truc que tu as envie de faire, c'est important pour toi. Et si tu fais pas ça, tu fais quoi? Moi, tu vois, des fois, je me dis, c'est dur par moment. Bah oui. Par moment, tu as envie d'arrêter. Mais déjà, après tout ce que j'ai fait, ça serait trop dommage d'arrêter maintenant. Ouais. J'ai aussi un entourage. Ça, c'est pas tout le monde qui peut avoir, mais si, c'est un bonus, effectivement, d'avoir un entourage qui peut t'aider, qui t'accompagne. C'est un vrai bonus. Donc, il faut vraiment s'appuyer sur ça. Quand tu dis aider, c'est psychologiquement? Oui, bien sûr, psychologiquement. Ouais, après, tu as l'entourage qui est dans le milieu, qui peuvent peut-être dans des retours de scénario, enfin voilà, plein de trucs comme ça, des aides du quotidien, ou juste psychologiquement, ou d'être là en fait. Ouais. Et tu vois, j'ai des refus. Sur le coup, tu es déçu, bien évidemment, il faut accepter ses émotions. Tu peux être énervé, ça m'arrive, et le côté un peu compétiteur de sportif que j'ai, tu as toujours envie de gagner. Quand tu perds, tu n'es pas content. Oui. Et heureusement, si tu es content de perdre, c'est un peu bizarre aussi. Tu vois, donc, tu as des refus, tu es là, tu es énervé. Tu digères et finalement tu te dis, tu sais quoi, cette défaite-là, cet échec-là, c'est un booster pour dire la prochaine fois, je vais y arriver. Ouais. D'accord. Et c'est comme ça que je vois les choses. Le conseil, du coup, pour finir, le conseil que je donnerais, c'est vraiment accepter les échecs. Et des fois, les échecs sont bénédictions. Okay. Et pas toujours remettre tout en question et persévérer si tu y crois vraiment, même si tu as 5-6 échecs et encore plus, tu vas arriver à un moment donné. Mais le cinéma, c'est tellement ingrat. Des fois, tu as des gens, ils essayent depuis 30, 40 ans et qui n'y arrivent pas. Et tu te dis, mais le mental qu'il faut pour rester... Et tu vois, on a des exemples qui réussissent à la trentaine, la quarantaine, la cinquantaine. Et ils ont essayé. Après, c'est pas tout le monde qui a aussi le cardio pour aller aussi loin. Donc, je pense que quand tu as cette flamme-là et que tu y crois vraiment, il faut continuer jusqu'au moment où tu y crois absolument. Tu vois. Si vraiment tu lâches à un moment donné, c'est que peut-être que tu as fait ce que tu avais à faire et que ça devait s'arrêter à un moment donné. Mais moi, je pense qu'il y a aussi un truc de... Il faut persévérer, mais il faut aussi se remettre en question à un moment donné et se dire, ok, bah, je sais pas, ça fait 10 ans que je répète ces actions-là et ça me mène nulle part. Par exemple, si je fais le parallèle avec les acteurs, c'est hyper compliqué. Ouais. Te dire au bout de quelques années, ok, bon, bah là, passer juste des castings, ça marche pas. Est-ce que si je tente pas aussi l'entrée par le théâtre, ou est-ce que si je me mets pas moi-même à réaliser, ou en tout cas changer un peu, ne pas refaire. Bien sûr, à chaque fois, oui, bien sûr. Mais c'est clair. Après, il faut aussi avoir un regard autocritique sur soi-même, sur ce qui marche, ce qui ne marche pas. C'est important parce qu'il y a un truc très, même si je parle beaucoup d'entourage, mais finalement c'est un métier qui est très solitaire. T'es face à toi-même. Il faut que tu écris des choses très intimes, tu vas livrer aux gens. Donc il faut avoir ce truc-là de remise en question personnelle, de pouvoir aussi se faire une critique pour pouvoir avancer à un moment donné. Parce que sinon tu fais du surplace et c'est compliqué. Pour lancer le truc, toi, tu fais quoi exactement? Dans la vie? Ouais. Moi, j'ai fait une école de commerce et je suis freelance en marketing, mais pareil, Covid, remise en question. Je me dis, je veux faire de l'acting. Donc, je m'inscris à une formation d'acting professionnel, je commence à prendre des cours et tout, et je passe des castings, mais j'ai zéro retour. Là, je suis plus dans la période de... en fait, il faut que je trouve le moyen de jouer par moi-même. Bien sûr. Un peu ce qu'on disait là. J'ai commencé à faire un peu de stand-up. C'est très différent de l'acting, mais c'est du jeu quand même. Et en ce moment, je commence petit à petit à écrire, mais moi, c'est très difficile pour moi d'écrire. Ouais. C'est vrai, t'aimes pas? C'est pas que j'aime pas, c'est que je m'auto-juge pendant que j'écris. Tu vois, ce qui est intéressant, ce que tu dis, et je m'y retrouve de fou. Quand tu commences à écrire, ce que tu vas faire, c'est jamais parfait. Ouais. En fait, dans tous les cas, le premier jet, des fois, c'est un premier jet qui va jamais rester. Donc, il faut s'autoriser à faire un peu de la bouse, de la merde, si je puis dire ça comme ça, et le confronter aux gens, parce que même si dans ça, c'est pas forcément bon, il y a peut-être une infime ou un petit truc qu'on va garder de ce que tu as écrit. On va se dire, c'est ça qu'il faut que tu pousses dans ça, dans ce que tu racontes là, ça, il faut tout ça enlever. Et c'est ça vraiment que tu as envie de raconter. Parce qu'en écrivant, en faisant des premiers jets, des fois, tu poses plein de choses, plein d'envies, plein de trucs qui vont un peu dans tous les sens, mais tu poses des choses.
Ouais. Et que ce que je dis beaucoup, c'est que des fois, tu vois, j'avais cette frustration de. Il fallait que j'écrive tout le temps, parce que quand j'écrivais pas, j'avais l'impression de perdre du temps. Et Ouais. du coup, je me forçais à écrire, mais j'étais contre-productif parce que j'écrivais des choses et je revenais dessus à chaque fois parce que c'est des trucs qui allaient trop loin de ce que je voulais. Enfin, je posais juste des trucs pour poser. Et par moment, tu te dis, OK, là, je suis pas dans l'énergie, tu vois. Des fois, je me fais violence, mais là, je suis pas dans l'énergie. Je sais que j'ai besoin de laisser le projet pendant une semaine, de Ouais. pas le toucher. Et peut-être pendant une journée ou 2 jours, j'ai envie d'écrire, je vais écrire. Et en fait, je vais plus écrire sur une semaine si je m'étais forcé, Ouais. tu vois. Donc, il y a ce truc-là. Et aussi, il faut confronter ce que tu fais aux gens. Et ça, c'est... Ouais. Je suis le premier. Hein. Mais tu vois, parce que j'imagine que tu n'oses pas forcément faire lire ce que tu écris. Bah, j'ai été obligée de le faire pour le stand-up parce que là, pour le coup, tu passes fort, devant des gens. Moi, je trouve que c'est encore plus dur. Hein. Ah, mais Tu te mets c'est vraiment horrible. à nu. Hein. Mais en fait, ce que j'allais dire, écrire, c'est se mettre à nu. Ouais. Et stand-up, c'est juste l'étape d'après où tu lis ce que tu as écrit. Mais t'as Après, l'impression... tu le joues en même temps et tout. Oui, 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 mais quand même, la partie écriture, c'est dur. horrible. T'as l'impression de... Tu faire rire les gens par rapport à tes trucs très intimes, personnels et tout. Mais donc, que ce soit pour le stand-up ou pour le reste, c'est très compliqué. Vraiment, tu te livres aux gens. Je pense que c'est en écrivant qu'on améliore Bien sa sûr, plume non, aussi. c'est clair, Hein. c'est clair, c'est clair. Merci, c'était Ouais. super. J'ai été ravie de t'accueillir. Merci à toi, c'est vraiment cool.